Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire, des partenaires FC 2024. Aujourd'hui, ce webinaire est proposé par, Alban Gervais de la société Beckman Coulter. Il va nous faire une belle présentation sur la famille des Flex. Alban, je vous laisse alors je vais juste préciser, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat des questions-réponses et ensuite, l'ensemble des questions sera traité à la fin du webinaire, pour qu'il y ait un meilleur échange. Voilà, Alban, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous et merci d'assister à ce webinaire. Donc, je m'appelle Alban Gervais et je suis responsable au niveau du marketing pour la cytométrie en flux pour la France, pour la division Beckman Coulter Life Sciences. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette famille de cytomètres Flex qui s'est fortement agrandie depuis quelques années. Non, c'est bon. Donc, je vais juste commencer par un petit rappel à propos de notre société. Donc, Beckman fait partie maintenant du groupe Danaher depuis 2011. Et Danaher donc, a été fondé en 1984 et il regroupe à peu près 40 compagnies et 71 000 employés. Donc, parmi ces compagnies, on connaît évidemment les plus importantes au niveau du diagnostic, comme Cepheid, Leica, la division Beckman aussi diagnostic. On est évidemment dans le life sciences avec Beckman, mais aussi SCIEX, Molecular Device, ce genre de société, et en biotech avec Cytiva. Donc Beckman Coulter Life Sciences, c'est une présence au niveau mondial, hein. On est sur tous les continents. On a à peu près 11 sites importants et ça représente à peu près 2800 salariés. Et au niveau du Life Sciences chez Beckman, donc on a plusieurs gammes de produits. On a la centrifugation, la génomique, l'analyse des particules, l'automation et bien évidemment la cytométrie influx qui nous intéresse aujourd'hui. Donc ça fait plus de 50 ans que Beckman développe des solutions en cytométrie en flux. Donc, dans les années 70, on a commencé à sortir les premiers EPIX, hein. Il y a eu plusieurs générations. On a eu les FC500 au début des années 2000, puis les Gallios, Navios un peu après. Et depuis, après les années 2015, on a sorti donc une série de cytomètres de type Cytoflex, DXFlex et autres qu'on verra plus en détail tout à l'heure. Donc Beckman Coulter, c'est pas que des instruments, que ce soit trieur ou analyseur, c'est aussi donc des préparateurs d'échantillons, des logiciels d'acquisition d'analyse, évidemment, des anticorps et des kits, et des différents types de consommables comme les solutions de lise ou de fixation, et évidemment tout ça associé à un support technique et applicatif. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette fameuse famille Flex. Donc c'est quoi la famille Flex? C'est d'abord des caractéristiques communes, hein. Bon, alors la première chose, c'est la taille, la compacité, hein. On a vraiment des instruments qui sont relativement petits en taille. La deuxième chose, c'est la flexibilité. On verra après que ces instruments sont disponibles en différentes configurations et upgradables pour passer d'une configuration à une autre. C'est aussi des instruments qui sont relativement faciles à utiliser, hein, que ce soit au niveau du logiciel ou de la maintenance, par exemple. Mais tout ça, évidemment, c'est pas au dépend de la performance, puisqu'on a des instruments qui ont une technologie assez avancée qui permettent d'avoir des performances conséquentes. Donc, en plus de ces caractéristiques communes, on a évidemment des caractéristiques qui sont spécifiques, comme évidemment le tri, le diagnostic, l'analyse des IV ou des nanoparticules, voire des capacités spectrales. Donc la famille, je ne sais pas si vous voyez mon écran au niveau du... La famille Flex, donc c'est d'abord donc ces caractéristiques communes, notamment le système optique, hein. On a notamment des détecteurs qui sont basés sur des APD, des avalanches photodiodes, et non plus des PMT. Donc ça, c'est un des principaux points, mais on verra plus en détail tout à l'heure les autres caractéristiques techniques. Et donc, à partir de ces caractéristiques communes, on a dérivé plusieurs plateformes d'instruments. Donc, la première, ça a été les Cytoflex, donc, qui existent en trois modèles. Le Cytoflex de base, hein, qui va jusqu'à 3 lasers 13 couleurs. Ensuite, on a le S, 4 lasers 13 couleurs, et le LX, donc 6 lasers 21 couleurs. Ensuite, on a développé le DXFlex, donc qui est un appareil dédié à la clinique et au diagnostic. Donc pareil, qui est un dérivé du Cytoflex de base, donc c'est un 3 lasers 13 couleurs. Et vous avez ensuite le Cytoflex Trier SRT, donc Benchtop Sorter, qui lui a une configuration qui va jusqu'à 4 lasers 15 couleurs.
Et cette année, nous avons sorti donc le Cytoflex Nano, qui est un appareil dédié à l'analyse des IV et des nanoparticules. Donc, il y a une configuration qui va jusqu'à 4 lasers, 6 couleurs et plusieurs side skaters disponibles sur les différents lasers. Et enfin, en toute fin de présentation, je vous parlerai de la possibilité donc de conférer au Cytoflex LX et S des capacités de cytométrie spectrale grâce à un module qu'on appelle le mosaïque et qu'on verra en toute fin de présentation. Donc la première plateforme, la plateforme Cytoflex, c'est quoi? Donc comme on l'a dit, c'est d'abord une question de taille, hein. Donc on a vraiment des appareils qui sont très compacts. Vous pouvez les mettre facilement donc, sous une hotte. Ils sont transportables presque à la main. Ils font 20-25 kilos. Et c'est en gros un cube d'une quarantaine de centimètres pour le Cytoflex de base et les Cytoflex S. Donc cette taille a été rendue possible grâce à plusieurs changements dans le système, notamment optique, hein. On a remplacé donc ce que j'ai dit, les PMT classiques par des avalanches photodiodes en termes de détecteurs, donc ils sont beaucoup plus petits. Le système optique aussi a été complètement changé, avec un chemin optique qui est beaucoup plus réduit, et donc tout ça a contribué à réduire la taille des instruments. Pour ceux qui ont connu les Galios avant, on est pratiquement sur 100 kg, 1 mètre de hauteur. Là, on est vraiment sur un appareil qui est beaucoup, beaucoup plus compact. La fluidique a aussi été modifiée, donc on a utilisé maintenant sur les Cytoflex en tout cas des pompes péristatiques, des pompes à galets. Donc ça nous permet évidemment d'avoir un gain de place, de ne pas avoir de compresseur et donc aussi d'avoir un gain, un confort au niveau du bruit et aussi la possibilité de faire du comptage absolu sans billes. On a aussi la possibilité sur l'Histoflex d'avoir un lecteur de plaques 96 puits en option, donc qui est directement intégré à la machine en façade. Donc là encore, on ne perd pas de volume, on ne rajoute pas un module, il est vraiment compris dans l'empreinte totale du cytomètre. Au niveau de la flexibilité, donc le deuxième point commun de cette famille de flex, on a donc différents instruments, comme on a vu, donc le Cytoflex de base, le S et le LX, et ils sont disponibles en différentes configurations. On en a 25 par exemple pour le Cytoflex et 8 par exemple pour certaines configurations du S ou 3-4 pour le LX. Donc ces configurations, par exemple pour le Cytoflex de base, on en a donc ces 25 sont disponibles en fonction du nombre de lasers qu'on active et du nombre de canaux de détecteurs de fluorescence qu'on active aussi. Donc on va par exemple sur le Cytoflex de base aller d'un un laser 4 couleurs jusqu'à donc 3 lasers 13 couleurs. Et on a surtout aussi la possibilité de passer, grâce à des upgrades électroniques, d'une configuration à l'autre. Donc ça, c'est aussi une particularité. Quand vous achetez un Cytoflex, il est vendu complet avec tous ces lasers, tous ces détecteurs, mais il est verrouillé électroniquement en fonction de la configuration que vous achetez. Donc si vous voulez l'upgrader, l'upgrade prend une trentaine de minutes. Vous avez juste à mettre le dongle dans l'instrument. Ça va déverrouiller électroniquement la machine, on n'a pas à intervenir physiquement, à rajouter des lasers, à immobiliser l'instrument, etc. Donc c'est des upgrades qui sont relativement faciles et rapides. Dans la flexibilité, on a aussi le choix évidemment au niveau des lasers, hein, donc en fonction de la configuration. Donc pour le Cytoflex de base, on a le bleu, le rouge, le violet. Pour le S, on peut rajouter le jaune, le NIR UV, l'infrarouge. Et pour le LX, on a aussi un véritable UV qui est disponible. Donc tout ça contribue à donner une grande flexibilité à l'instrument. Au niveau de la facilité d'utilisation, on a par exemple la gestion des QC, c'est un seul type de bille qui permet de faire le check quotidien, mesurer le laser délai, la puissance des lasers, la calibration des gains, etc. Donc on a des targets qui sont attribués à chaque lot de billes, qui sont téléchargeables, et on peut suivre effectivement la gestion des QC avec des graphiques d'Olivier Jennings, par exemple. Le logiciel, donc, qui s'appelle SiteExpert pour toute cette famille Flex, est un logiciel aussi relativement intuitif, pardon, facile à utiliser. Beaucoup de choses se font à la souris, les compensations, les gains, etc. Donc c'est très simple à utiliser. La majorité des outils sont disponibles aussi sur ce type de logiciel pour faire aussi de la réanalyse. Et les licences sont gratuites. Donc quand vous avez acquis un instrument, vous pouvez télécharger gratuitement autant de licences que vous voulez pour les mettre sur d'autres postes et faire de la réanalyse. Ce qui contribue aussi à la simplicité, c'est les cycles de maintenance qui peuvent être automatisés et l'accès aux différentes pièces à changer. Donc, on a par exemple sur le Cytoflex juste un panneau latéral
à enlever, et puis vous aurez accès aux tubulures et aux filtres à changer tous les 6 mois. Donc c'est aussi, ça fait partie aussi de la facilité d'utilisation de l'instrument. Au niveau technologique, donc j'en ai parlé tout à l'heure, on a remplacé donc les PMT par des APD, donc c'était vraiment la première rupture technologique qu'on a effectuée. Donc les APD, c'est quoi? Donc comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus petit qu'un PMT, donc ça nous permet aussi de gagner de la place. C'est plus sensible, hein. On peut voir sur ce graphique ici que le rendement quantique des APD en bleu par rapport au PMT en rouge est quand même beaucoup plus performant. Donc sur l'ensemble du spectre en plus, alors que les PMT ont une efficacité qui a tendance à s'effondrer quand on va vers les rouges. Et en plus, donc, ils sont aussi moins chers, donc ça rentre aussi en compte dans la production des instruments. L'autre particularité aussi de ces APD, c'est que la moyenne de fluorescence qu'on détectera sera proportionnelle donc au gain qu'on aura appliqué à ces détecteurs. Donc on a vraiment une droite sur une majorité du spectre, hein, alors que les PMT, on n'est pas du tout dans une proportionnalité. Donc ça simplifie beaucoup le workflow, c'est-à-dire que quand vous allez changer ces gains, la matrice de compensation va se recalculer automatiquement. Et vous pouvez sauvegarder une matrice, peu importe le gain, ou si vous modifiez le gain plus tard, elle se recalculera automatiquement. Ce qui n'est pas le cas évidemment des PMT, vous êtes obligé de repasser des tubes si vous modifiez les voltages. La deuxième modification importante au niveau technologique, c'est ce qu'on appelle le WDM, donc le système optique, hein. C'est un Wavelength Division Multiplexer, donc ce qui permet de diviser donc la lumière en différents spectres pour les analyser ensuite sur les APD. Donc c'est vraiment un système qui est breveté, donc qui inclut les APD, qui inclut des filtres bande-passe, donc on n'a pas de ça permet de capter uniquement la longueur d'onde qui nous intéresse à travers ces filtres, hein, et de la renvoyer le reste sur un miroir véritable. Donc on a un gain de place, puisque vous voyez que le système est relativement ramassé sur lui-même. Et on a un gain aussi de sensibilité, puisqu'on perd le chemin optique étant beaucoup plus court. Il passe à travers moins de filtres aussi. On garde l'énergie lumineuse de façon plus importante. Donc ça, on peut le voir aussi, par exemple, sur des B8 pics, hein. On voit qu'on arrive dans la plupart des cas à discriminer de façon assez sensible les différents pics, voilà, même sur les rouges. Et on a donc une estimation de la sensibilité avec le MESF. Donc on est à 30 à peu près molécules pour le FITC et 10 pour l'APE. Donc les cytoflex, en résumé, qu'est-ce que c'est? Donc cette plateforme d'instruments, c'est donc des systèmes qui sont relativement flexibles en termes de nombre de lasers, type de laser, nombre de couleurs. On a plusieurs configurations qui sont disponibles. On a des upgrades qui permettent de passer de l'un à l'autre. On a une très bonne sensibilité, donc on l'a vu avec les APD notamment. J'en ai pas parlé, mais on a la capacité d'utiliser le side scatter sur le laser violet pour augmenter la résolution de l'instrument, et on est capable de détecter des événements d'une taille de 80 nanomètres, notamment donc, des billes de polystyrène. Donc on peut travailler sur des petites particules. On a donc le lecteur de plaque 96 puits en option, et on a aussi un interface API donc, qui permet de connecter le cytomètre à soit des automates, des robots, comme ici on voit le Cytoflex intégré dans un robot biomec qui permet de préparer des plaques en série 96 puits, puis de les faire charger et analyser dans le cytomètre. Et on a aussi un partenariat avec la société OnSite, par exemple, pour faire du sampling automatique de cultures bactériennes, où un automate vient prélever à des intervalles réguliers des échantillons dans la culture bactérienne et les envoie analyser automatiquement par le Cytoflex. Donc on a la possibilité de faire du comptage absolu sans billes. On a voilà, une empreinte, un volume qui est relativement restreint, et on a voilà, des choses au niveau du logiciel notamment qui est compatible avec la norme 21 CFR Part 11. Le deuxième instrument de cette famille, c'est le trieur, donc le Cytoflex SRT. Donc c'est vraiment la même philosophie que le Cytoflex, hein. On part d'un Cytoflex analyseur et on l'a transformé en trieur, on va dire. Donc les performances en termes d'optique sont similaires à celles des analyseurs. Donc il y a cette question de sensibilité qui est importante. Et on a aussi la possibilité vraiment de réaliser des analyses en combo entre l'analyseur et le trieur, puisqu'on peut échanger des fichiers expérimentés entre les deux. Donc ça, c'est très intéressant pour retrouver ces populations qu'on avait analysées sur l'analyseur dans le trieur.
Donc c'est la mentalité, c'est la philosophie du benchtop sorter, du trieur de paillasse. Donc on a voulu un appareil qui soit relativement simple à utiliser et autonome, hein, pas comme par exemple on a le trieur Astrios qui est plus complexe à utiliser. Là c'est vraiment une philosophie différente. Donc on a une détermination automatique du drop délai par exemple. On a un appareil qui peut être prêt à l'emploi en une trentaine de minutes. On a beaucoup de voilà de process qui sont automatisés et de choses qui sont simples à utiliser. Comme je l'ai dit au niveau optique, donc on repart sur une base du Cytoflex, voire du Helix, hein. Donc on a quatre lasers, hein, bleu, rouge, violet et jaune. On a un cinquième laser rouge qui sert à mesurer le drop délai. Et on est vraiment sur une configuration proche du Helix en termes de type de laser, etc. C'est un trieur à cuvette, donc ça c'est une nouveauté pour Beckman. On avait un Jetiner pour l'Astrios par exemple, et on a toujours ce système optique breveté particulier. Donc, il existe en différentes configurations, comme les Cytoflex. On parlait de flexibilité. Donc, on a différentes configurations en fonction des lasers activés et du nombre de détecteurs activés. On a des upgrades qui permettent de passer de l'un à l'autre. Et tout comme le Cytoflex, on peut utiliser donc le SSC, le Size Scatter sur le laser violet pour augmenter la résolution et travailler et trier des petites particules. Donc c'est un trieur 4 voies. On peut mixer donc les différents modes de tri, enrichissement, pureté, ce genre de choses. On peut récupérer en cas d'abort ces cellules. On utilise une buse de 100 micromètres, donc il n'y a qu'un type de buse, et une fréquence de création des gouttelettes de 35 000 Hz. Et enfin une pression relativement basse à 15 PSI dans le système, donc qui est créée par une pompe double tête pour faire le vide et la pression. Comme je vous le disais, le point important aussi, c'est donc vraiment que ce soit un système simple à utiliser. Donc, on a automatisé le startup. Donc, on a vraiment des étapes qui sont guidées pas à pas au niveau du logiciel, hein. Voilà, on vous demande d'insérer la buse. On suit les différentes étapes. Il y a le passage des QC. Donc, on vérifie que l'appareil est bien calibré. Donc, avec un seul jeu de billes qui sont les mêmes que pour le Cytoflex, hein, les billes QC. Donc, le laser délai, etc. Pardon, oui, le laser délai, la puissance des lasers, ce genre de choses. On va ensuite passer dans la calibration du tri. Donc, avec ces mêmes billes, on est capable de mesurer le drop délai, la calibration des gouttelettes, etc. Donc, tout ça, c'est fait de façon automatisée. Donc, après, vous avez juste à rentrer, vous, vos paramètres de tri. Donc, quel type de tri, sur quelle voie, les conditions de stop, soit une durée, une quantité de cellules, etc. Surveiller évidemment le tri. Et pour la procédure d'extinction, c'est pareil. On a un système relativement automatisé avec un guidage pas à pas. Donc, le logiciel, c'est toujours un logiciel basé sur le site expert, donc comme les Cytoflex, simplement avec des modules dédiés au tri, hein. On a notamment la surveillance par exemple, de la création des gouttelettes ici, ou voilà, des modules sur le suivi des paramètres de tri qui sont spécifiques. Mais comme je le disais, on peut échanger évidemment des fichiers expérimentés de l'analyseur vers le trieur pour pouvoir facilement retrouver ces cellules. On a donc différents process qui sont aussi automatisés ou préchargés dans l'instrument. Donc, on a tout ce qui est procédure de lavage, notamment qui sont importantes. Donc, le daily clean, le nettoyage de la flosselle, un nettoyage plus poussé de type aseptique ou carrément un nettoyage qui permet ensuite d'une extinction à long terme de l'instrument. Et évidemment, on a aussi toute la gestion des bibliothèques de compensation, de tri, etc. Donc, tout ça peut être stocké dans l'instrument. C'est un instrument qui a aussi plusieurs options. On peut donc le fournir avec une hotte, comme par exemple les hottes Baker, hein. Il est compatible et il rentre dessous. On a le bain thermostaté pour les échantillons et où on a un système aussi d'évacuation des aérosols au cas où on ne travaille pas sous hotte. Il est aussi doté de l'interface API, donc on peut automatiser certaines choses. Donc, il y a certains clients qui utilisent un bras robotisé, on ne voit pas très bien sur l'image, mais un bras robotisé qui permet donc de décharger pardon, les plaques 96 puits qui ont été triées et de les mettre dans un incubateur, par exemple, pour ne pas perdre ces cellules après le tri. Donc, en résumé, le Cytoflex SRT, c'est quoi? Donc, on garde la sensibilité et la partie optique du Cytoflex, hein. Donc, on est relativement sensible avec
WDM, les APD, etc. On a différents modes de tri. On peut sortir en tube, en plaques de différents formats, sur lame, avec un mode particulier strike down qui permet d'aller tout droit et de réserver un peu plus les cellules. On peut mixer différents types de tri. On a évidemment cette partie combo entre l'analyseur et le trieur qui peuvent être intéressants. Une partie automatique au niveau de certains process, comme on l'a vu, pour être prêt à une trentaine de minutes. Et la fonction API si on veut automatiser certaines choses de son workflow. L'instrument qu'on a sorti ensuite, c'est le DX Flex. Donc je vais aller assez vite, puisque je ne sais pas s'il y a beaucoup de cliniciens dans l'assistance, mais voilà. Donc c'est un appareil qui est basé sur le Cytoflex de base, hein, mais qu'on a transformé pour qu'il soit compliant IVD, donc FDA, IVDR. Donc pour ça, donc on part sur la base du 3 lasers 13 couleurs. Il existe en différentes configurations, tout comme les Cytoflex, avec des upgrades pour passer de l'un à l'autre. On verra ça après. Et surtout, la particularité, c'est qu'il a un carrousel, donc 32 tubes, hein, parce qu'en clinique, on travaille beaucoup avec des tubes échantillons, des tubes patients. Donc ça, c'est une particularité, plutôt de charger ou d'avoir un lecteur de plaques. Il existe en option, mais il est beaucoup moins utilisé en clinique. On a le carrousel 32 tubes qui est compatible dans notre gamme avec les préparateurs, avec d'autres cytomètres, etc. Donc c'est avec un contrôle des codes barres, enfin, c'est vraiment des choses qui sont spécifiques. Les réactifs aussi qui font tourner cet instrument sont aussi IVD compliant, hein, que ce soit le liquide de gaine, les billes, etc. Donc tout est dédié vraiment à l'IVD. C'est un appareil qui a été pensé donc, pour faire des panels assez importants. On a 13 couleurs, ce qui reste relativement rare encore en clinique, et notamment aussi pour travailler sur les événements rares, puisqu'on a une capacité de charger 25 millions d'événements par fichier et une vitesse d'acquisition théorique de 30 000 événements par seconde. Donc je passe assez vite sur les configurations, comme je vous l'ai dit, les 3 lasers, donc bleu, rouge, violet, et un certain nombre de détecteurs de fluorescence qui peuvent être activés ou pas, et passer de l'une à l'autre de ces configurations en changeant de grade. C'est un appareil IVD, donc il a été validé avec un kit IVD, un kit de réactif. Donc je ne vais pas entrer dans le détail, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on a le ClearLab 10C qui est un réactif séché prêt à l'emploi pour le diagnostic des leucémies lymphomes, donc qui est validé sur cet appareil. Et l'autre particularité pour la clinique, c'est qu'il est connectable en bidirectionnel au système informatique du labo. L'avant-dernier membre de cette famille, donc c'est le Nano qu'on a sorti il y a quelques mois. Pourquoi on l'a sorti? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'évidemment que les IV, les vésicules extracellulaires prenaient de plus en plus de place, que ce soit dans le diagnostic, dans le thérapeutique, ou voire même dans l'industriel, hein, en cosmétique par exemple. En termes de publication, on a vu aussi que depuis les années 2000, le nombre de publications liées aux IV est en forte explosion, et tout en constatant que l'utilisation de la cytométrie en flux restait relativement discrète, ou en tout cas, ce n'était pas la technique majoritaire utilisée pour l'analyse des IV, hein. Alors que c'est une technique, la cytométrie en flux, qui permettrait, avec une seule méthode, d'avoir pas mal d'informations sur les IV, hein, que ce soit un comptage ou au moins une concentration, une mesure du volume ou de la taille, et une caractérisation, que ce soit par l'utilisation donc de marqueurs de surface classiques comme un immunophénotypage, ou voire même d'utiliser l'autofluorescence ou un indice de réfraction différent en fonction du laser utilisé. Donc on avait déjà exploré évidemment l'analyse des IV, comme je l'ai dit au début, sur le Cytoflex, hein, en utilisant le laser violet. Donc, on avait déjà augmenté la résolution, on était arrivé à 80 nanomètres à peu près. Donc, comme on peut voir sur ces deux graphiques, on a quand même un gain quand on utilise le FSC sur le laser bleu et le SSC sur le laser violet, hein, notamment pour les billes de petite taille, hein. On voit que les billes de 80, 200 et de 213 sont relativement difficiles à discriminer sur un FSC classique, alors que déjà avec le laser violet, on arrive à discriminer les différentes populations. Mais on s'est rendu compte évidemment que si on voulait travailler sur vraiment les IV ou la majorité des IV, notamment les small IV, il fallait descendre encore plus bas en termes de taille et de résolution que 80 nanomètres. On avait aussi le problème des contrôles, des QC, de tout ce qu'il fallait permettre de calibrer et d'optimiser le cytomètre pour les IV, vraiment spécifiquement aux IV. Il fallait aussi qu'on puisse intégrer
dans nos process, notamment pour générer des datas, qu'elles soient compatibles avec les recommandations du MiFlow CTV, donc qui permet de vraiment d'avoir des datas publiables et des valeurs, comment dire, des unités absolues, pas arbitraires, donc que ce soit du MESF ou une taille en valeur en unité absolue. Donc tout ça nous a amené à retravailler sur cette base de Cytoflex, en optimisant l'optique, la fluidique, l'électronique et le logiciel. Et donc, comme je vous l'ai dit, on a sorti il y a quelques mois ce Cytoflex Nano, donc qui est dédié uniquement à l'analyse des nanoparticules et des EV. Donc on peut descendre jusqu'à une taille de 40 nanomètres sur les billes. On a une certaine flexibilité toujours, puisqu'on a 6 canaux de fluorescence qui peuvent être utilisés et 5 size skaters qui sont disponibles sur chaque laser. Et aussi, donc comme je l'ai dit, on a aussi augmenté les performances au niveau de la gestion de la qualité de l'instrument et tout ce qui est de la gestion de la calibration, de la qualité, etc. Donc là, on peut voir déjà, par exemple, sur ce graphique, le gain qu'on a eu. Donc par rapport à un Cytoflex classique en bas ici, sur des billes 8 pics, on voit que en termes de sensibilité, même si on était, comme on l'a vu précédemment, discriminant, sur des nanoparticules, on arrive moins à discriminer évidemment les différents pics. Avec le nano, on arrive à discriminer de façon vraiment très sensible les différents pics d'émission de fluorescence de ces IV. Et en termes de taille, on est capable sur ce graphique en bleu, donc de discriminer des populations de billes de silice à 5 nanomètres près, quoi. Donc 50, 55, 60, on arrive à discriminer ces populations de billes. Les 6 canaux de fluorescence aussi nous permettent donc d'avoir accès donc à différents anticorps ou sondes pour marquer ces IV ou les contaminants. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, avec six marqueurs, ça permet soit de confirmer voilà, la présence d'une IV dérivée comme ici du plasma. Donc on sait qu'elle serait CD63 positive, et aussi d'évaluer la contamination par d'autres paramètres, d'autres particules comme donc le CD235A si c'est des érythrocytes ou des plaquettes, etc. Donc ça permet vraiment d'avoir aussi plus le choix pour caractériser ces IV ou des contaminants. On peut aussi utiliser donc le side scatter. Donc là, si on n'a pas accès à des anticorps ou qu'on n'utilise pas de sonde fluorescente, on peut simplement, en jouant sur le side scatter sur les différents lasers, donc violet, bleu, jaune et rouge, on arrive, selon le type de d'IV qu'on analyse et leur indice de réfraction sous ces différents lasers, on peut voir qu'on arrive à discriminer différentes populations. On voit que par exemple, cette population d'IV en jaune est peu discriminée si on utilise le laser violet ou voire le bleu. Par contre, on arrive à les sortir plus facilement en utilisant le side scatter du laser rouge ou du jaune. Donc voilà, en fonction du type d'IV, même sans marquage, on est capable aussi d'analyser certaines populations d'IV. Donc l'autre chose aussi, c'était ces process. Donc comme je l'ai dit, on a optimisé certains process spécifiquement pour les IV. Donc on a un système de monitoring de la sensibilité. Donc on utilise plusieurs jeux de billes pour mesurer vraiment que l'appareil est bien sensible et résolutif. On mesure le volume aussi, donc le monitoring du volume, donc pour les comptages, le monitoring de la ligne de base, donc notamment avec la gestion des débris, du bruit de fond. On a aussi différents systèmes de nettoyage, parce que c'est très important pour les IV d'avoir un système qui soit très propre. Donc, et comme je vous l'ai dit aussi, on a donc une compatibilité du site expert spécifique du nano avec les recommandations du MiFlow CTV. Donc ça permet, donc, comme je l'ai dit, à travers différents systèmes de calibration, de sortir des datas avec des unités vraiment en valeur absolue, en taille, donc en micromètres, en nanomètres, et des sensibilités, pardon, des émissions de fluorescence en MESF ou des choses comme ça. Donc une petite comparaison et un petit résumé pour le Cytoflex Nano. Donc c'est par rapport au Cytoflex classique analyseur. Donc c'est vraiment un appareil qui est dédié aux microparticules, aux nanoparticules, hein. Il ne fera pas de cellulaire par contre, hein. On s'arrête à peu près 1 micromètre en termes de taille maximale. On a une fluorescence qui est optimisée évidemment pour les plus sensibles encore, pour les petites particules. On fait du comptage absolu toujours comme sur le Cytoflex Analyzer, mais cette fois-ci on est sur une pompe à piston, on n'est plus sur une pompe péristatique. On a des QC spécifiques pour les petites particules. On n'a pas de lecteur de plaques. On peut potentiellement, on a un taux d'acquisition théorique de 16 000 événements secondes.
Il n'y a pas d'interface API, mais il est toujours compliant avec le 21 CFR Part 11. Et j'aimerais finir cette présentation donc avec le dernier né de la famille Flex, donc le CytoFlex Mosaic, donc qui sortira commercialement dans quelques semaines. Donc je vais juste vous donner quelques informations sur ce système. Donc ce sera un module, hein. En fait, c'est un module qui va venir se coupler donc au CytoFlex S, 4 laser et LX, et qui va leur conférer donc une capacité de faire de la cytométrie spectrale, mais tout en conservant évidemment la capacité à faire de la cytométrie classique. Donc vous pourrez switcher en quelques minutes d'un système spectral à un système de cytométrie classique. Donc les deux configurations possibles, ce sera en fonction du cytoflex que vous aurez en phase. Donc si c'est un LX, on aura 88 pardon, canaux de détection qui seront disponibles. Et sur le S, on aura 63 canaux de détection. Donc évidemment, à ces canaux de détection, il faut enlever le FSC et aussi les SSC qu'on aura de disponibles sur chaque laser. Donc 4 lasers, 4 SSC sur le S et 6 sur le Cytoflex LX. Donc on aura le même type de logiciel, un site expert classiquement avec les mêmes outils, mais évidemment avec des modules spécifiques pour le software, pour le spectral, pardon. Et on aura deux algorithmes disponibles pour faire le unmixing. Donc ça, c'est aussi une particularité. Donc le classique LSM et une loi de Poisson modifiée, donc un algorithme propre interne à Beckman, qu'on pourra utiliser. Et on pourra évidemment gérer l'autofluorescence avec 10 canaux dédiés à l'autofluorescence. Donc je peux vous montrer juste quelques datas. C'est qu'on voilà, on a travaillé sur le panel 40 couleurs OMIP 69, donc qui avait été publié par Parc en 2020. Donc on a retrouvé les mêmes choses, hein. On a évidemment pu discriminer les 40 signatures spectrales des 40 couleurs. On a utilisé donc ce logiciel, cet algorithme modifié Poisson, loi de Poisson pour le mixing, et on a voilà, des très bons résultats, voire un petit peu meilleurs que le LSM avec un peu moins de spreading. Et on a été capable évidemment de gérer l'autofluorescence de plusieurs types cellulaires. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire trop plus avant le lancement, mais voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours scanner ce petit QR code et on vous tiendra informé évidemment de l'avancée et le lancement de ce produit qui est prévu donc pour début 2025, tout début 2025. Et évidemment, si vous venez nous voir, on sera sur le stand 55 à l'AFC d'ici quelques semaines, donc mi-décembre à Marseille, où on aura tous ces instruments qui seront présentés sur le stand. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Alban. Merci pour cette présentation de l'ensemble de votre panel Flex. Alors pour l'instant, il y a juste une petite question de Cyril qui demandait quelle était la puissance des différents lasers sur la partie Cytoflex. Et est-il possible aussi d'allumer et d'éteindre les lasers? Oui, on peut allumer et éteindre les lasers. Au niveau de la puissance, je peux vous dire ça. Donc les lasers, on est entre 50 milliwatts à 80 milliwatts. En général, ça dépend des types. Je vais regarder sur le SRT. Sur le SRT, on va de 30, par exemple, sur le jaune à 90, voire 100 sur le rouge. Donc ça dépend. Ça dépend un peu des instruments. Mais on est en gros dans cette plage de 30 à 100 milliwatts, en fonction du type de laser. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez les poser sur le canal QR ou sur le channel principal si vous en avez. Je vais lever ma main, je vais lever ma main. Moi, j'en ai une encore, Flo. Oui. Vas-y, vas-y. Euh, pourquoi vous êtes passé sur l'algo de loi de Poisson pour l'unmixing quand vous avez comparé par exemple aux OLS ou à autre chose? Je ne sais pas. Je pense qu'on voulait développer un algorithme en propre. Donc après, je ne sais pas au niveau des ingénieurs pourquoi ils ont choisi exactement ce. Ok, non, mais c'est un très bon choix. Et vous avez un détecteur de bulles directement sur vos machines ou pas? Sur le SRT, oui. Oui, on a un détecteur de Bull, enfin sur le trieur. Ouais, pas sur les analyseurs? Les analyseurs, je ne sais pas. Je me demande. Non, il n'y en a pas, non. Mm. Après, sincèrement, il n'y a pas d'effet majeur sur l'aspiration d'air. Lorsque tu arrives On n'a pas de sur une fin de tube. compresseur. C'est vrai que c'est Ouais, aussi Mm. on peut avaler de l'air. Enfin voilà, on peut vider les c'est puits. beaucoup moins embêté que sur un BD ou
C'est vrai que sur le trieur qui a un système, alors c'est pas un compresseur, mais un système à pompe fermé, pressurisé, là on a un détecteur de bubble. de bruit. D'accord. Ok. Moi, j'aurais une question. À quand le module spectral sur votre trieur? Je ne sais pas. Déjà sortir sur l'analyseur. Ce serait dans l'ordre des choses, voilà, comme je vous dis, on voulait parler de cette famille parce que ça devient le cœur du système de cytométrie chez Beckman, hein. On a toujours évidemment les Galios, les Astrios et tout, mais clairement, on va focaliser sur cette famille Flex. Donc, il est possible que dans un avenir, mais j'ai pas d'informations à ce sujet concernant Et le vous tri. laisserez toujours ces deux configurations conventionnelles et spectrales, ou l'avenir est quand même vers le spectral? Je ne sais pas, mais on a quand même des remontées comme quoi le spectral n'est pas toujours nécessaire et voire quand même un peu plus en termes de panel design, de mise en place, c'est parfois, enfin, c'est souvent même un peu plus lourd à mettre en place. Donc, pour des panels plus simples, sachant que nous, on a quand même une activité en clinique, hein, donc chez Beckman Cytométrie, donc on en est, même si ça commence à toucher la clinique, on n'en est pas encore là. On essaie déjà de passer en 13 couleurs sur beaucoup de panels classiques, donc pour l'instant, le besoin est double, donc on irait plutôt. C'est pour ça qu'on a choisi cette modularité possible. Donc, pour l'instant, on serait là-dessus. Après, l'avenir, on verra en fonction de. Ça pourrait être la clinique pour le moment Ouais. en conventionnel et puis les analyseurs recherche en spectral, quoi. Ouais, justement, c'était ma question d'après. Merci, Kat. Parce que du coup, est-ce que pour l'instant, vos flex, ils sont validés CIVD ou pas du tout? Et dans ce cas-là, s'ils sont validés en conventionnel, vous pouvez vérifier que ça devrait fonctionner de la même manière en spectral, en fait, hein. Je veux dire, il n'y a pas de Oui, alors le différence. seul qui est validé, c'est le Ah oui, DXFlex. c'est le DX-Flex, oui. Le problème, c'est qu'on est en IVD obligé de valider un kit clinique. Ouais. Donc, il faut qu'on fasse une étude clinique. Si on change de système, on est obligé de valider donc, sur plusieurs milliers de patients. Donc, ça, je ne cache Oui, pas que ça c'est a un long, certain quoi. coût et que voilà, il faut qu'on puisse valider la partie spectrale sur ça. Pour l'instant, vu qu'on a peu de demandes, même si on sait que voilà, il y a plusieurs CHU qui commencent à Ouais, travailler en spectral, mais plus sur la tout à partie fait. recherche que la partie routine pour l'instant. Mais ça bouge un petit peu dans le monde, mais c'est pas du tout encore une demande majoritaire. Pour l'instant, on serait sur les deux systèmes. Vous seriez ouvert à ce genre de choses? À aller voir ou C'est-à-dire, pardon. bah justement, est-ce que si un CHU vient vous voir en disant nous on est prêt à faire ces tests-là, voilà. Potentiellement, ça faudrait que je vois avec la business unit, enfin ceux qui sont au niveau de la recherche et développement, ce qui est Mm. prévu, mais ce serait dans l'ordre des choses, oui, une fois qu'on Ok. fait le système. Surtout que je l'ai dit, le DXFlex, c'est vraiment la même technologie que le Cytoflex. Le Cytoflex, oui, c'est justement, c'est pour ça. Technologiquement, ça poserait pas de problème. Pas trop de soucis. On a une autre question qui demande est-ce qu'il faut une note spécifique pour mettre le LX et idem pour le SRT. Alors le SRT, oui, puisqu'il y a des arrivées, des sorties au niveau de la pompe. Donc effectivement, il vaut mieux se renseigner. On a quelques modèles de hot qui sont compatibles. Pour le LX, pas spécifiquement, à part ses dimensions. Il n'y a pas de. Il faut qu'on puisse déporter évidemment le PC et l'écran, mais il n'y a pas de choses particulières à ma connaissance. Du coup, on remet une petite question sur le SRT par rapport au modèle. Est-ce qu'il serait facilement upgradable en spectral? Mais tout à l'heure, vous avez plus ou moins répondu à la question par rapport au fait que ce n'était pas actuellement dans les clous. Pour l'instant, Là, vous avez une question de Karine Crozat. Oui, Ouais. vas-y, Cyril. Salut Karine. Concrètement, combien ça coûte le module mosaïque? je ne sais pas. Non, non, honnêtement, comme on n'a pas le lancement officiel, moi, je suis marketing, j'ai pas le. D'accord. Il À la FC, vous l'aurez? On pourra vous donner, il y aura des Ah, commerciaux sur le stand, donc on pourra vous donner une idée du budget. pour le congrès, vous pourrez. Ok, super. Oui, Parce que du coup, c'est J'ai juste un module qu'on achète et qu'on rajoute sur notre. exactement. Si vous avez déjà les Cytoflex Ouais, c'est ça, sur notre LX, Cytoflex. vous aurez ce module-là. Du coup, il y a une autre petite question qui est-ce qu'il y a des Et la ondulateurs maintenance? intégrés? Pardon, il y a deux questions. Pardon. Ouais, et la maintenance, vous avez une idée du coût de maintenance à peu près? C'est pas, ce sera Pour similaire. le mosaïque, Ouais, non, pareil, je sais pas. ok. Je sais pas. Bon, il faudra prendre les infos Ouais, au fur et à mesure. pendant le congrès. Désolé, mais oui. Il y avait une petite question de savoir s'il y avait des onduleurs qui étaient intégrés au sein des flex.
Intégrés, non, je crois pas. Non, non, normalement, on doit les fournir. Soit on les fournit, soit l'utilisateur, enfin le labo a des onduleurs, des protecteurs. Du coup, moi, j'avais une autre question, mais c'était sur les QC standardisation, mais par rapport au spectral. Et je pense qu'a priori, il faudra attendre. Oui, je vais pas avoir beaucoup d'informations. Non, je sais même pas au niveau des kits ce Ok, qui est. ce qui était prévu. Non. Ok, ça marche. Et du coup, je reviens sur le SRT. Actuellement, on tourne toujours sur une bus de 100. Est-ce que c'est dans les tuyaux de pouvoir intégrer de nouvelles types de dimensions de Et bus ou est-ce pareil, qu'actuellement, j'ai pas d'informations, même si effectivement, c'est une demande qui est faite ou... oui, on a une demande et sur lequel on réfléchit, puisque vous avez vu que c'est relativement simple, c'est une espèce de dongle, donc on peut Hmm, enlever et le mettre assez facilement. Donc là, j'ai pas de date de sortie d'éventuels bus de différentes tailles, mais je sais ok, que c'est un projet sur lequel on travaille. ça marche. Il y a une petite annexe, mais bon, ça c'est plus... Est-ce que le carrousel qui est sur le DX, est-ce qu'il est prévu éventuellement d'en rajouter des modules sur les classiques ou c'est pas du tout, hein? Et pareil, on n'a pas de demande, on a quelques demandes, mais c'est vraiment très très minoritaire. Donc, sachant qu'on a aussi le Deepwell sur le Cytoflex, donc en général les gens arrivent à gérer. Pour des gros volumes, effectivement, on a eu 2-3 fois la question. Là, c'est pas non plus à l'ordre du jour pour l'instant. Ok. Après, vous pouvez toujours utiliser un DXFlex en recherche. L'inverse, c'est plus compliqué, mais si vraiment il y avait un besoin, on travaille en tube. Et Alban, redis-moi, le robot, c'est un robot qui retire, mais qui ne met pas, c'est ça? Alors oui, alors pour le SRT, oui, parce qu'on peut charger qu'en tube, donc ça a moins d'intérêt. Par contre, Ah, effectivement, il peut tirer. on peut charger qu'en tube, d'accord, ok, Ouais. Par contre, on peut sortir le trieur, donc des plaques, des lames ou des tubes. d'accord. Par contre, on peut, pour les Cytoflex analyseurs, on peut charger en plaque, hein. Donc là, il y a effectivement, c'est un robot, c'est pas un bras, mais c'est le robot qui fait les marquages, les lavages, etc. et qui charge des plaques et qui sort les plaques du Cytoflex analyseur. Ça commence à arriver hein, chez les industriels, ces robots On en a quelques-uns, qui enlèvent et qui mettent. Euh, exactement, dans les gros industriels. Biopharma et autres, on a quelques systèmes comme ça où tout est intégré. Et ils débitent beaucoup de plaques. mm. Et du coup, j'ai une autre question sur... Ah, il y a Stéphanie qui pose une question. Est-ce un robot spécifique? C'est un robot qui est fait par Beckman, c'est ça? Non, non, alors je sais Ah plus bon. le fabricant, mais c'est un bras qui existe chez Zentia. Alors là, il y a des spécificités particulières, mais là, il faudrait avec mes collègues de l'automation. Mais c'est pas un robot, un bras de chez nous, donc théoriquement, c'est possible. Le robot, le biomec, oui. C'est-à-dire le gros cube dans lequel est intégré le Cytoflex, ça c'est de chez nous parce que c'est plus simple. Après, avec l'API, potentiellement, là, il faudrait voir au cas par cas si là c'est une étude vraiment spécifique à faire en fonction des besoins. On peut discuter avec nos spécialistes de l'automation pour voir la compatibilité, les besoins, qu'est-ce que vous avez en amont comme type de préparation. Est-ce qu'on a besoin de laver, de marquer, de chauffer? Enfin, voilà, on peut intégrer vraiment plein de choses dans les robots, donc ça c'est vraiment spécifique à discuter. Et le bin splitter sur le LX est toujours proposable? Oui, tout à fait. Donc ça, Ok. c'est le module qui permet de couper le signal sur l'infrarouge, enfin les détecteurs infrarouges, par exemple, pour les récupérer augmenter le nombre de détecteurs sur le violet, par exemple. Donc ça, c'est toujours disponible. Par contre, je ne pense pas du coup que ça marchera avec le spectral. Enfin, à voir, mais Ah, ok, pas comment l'intégration des deux se fera. d'accord. Du coup, dans le spectral, la prise en compte de l'infrarouge, il sera... Elle fait partie, en tout cas, après, ça dépend aussi de la configuration qu'on veut. Si on va aller jusqu'au maximum du nombre de canaux disponibles, on a différentes configurations qui sont disponibles en fonction des lasers activés. Donc là, je ne sais pas, peut-être qu'on diminuera un petit peu le nombre de canaux disponibles. Mais c'est prévu dans le spectral, la gestion de l'infrarouge Oui. sur le lointain. Ok. Mm. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Ben, je pense on va pouvoir conclure. Ben, merci beaucoup en tout cas. Je dis, n'hésitez pas à passer sur. En tout cas, merci Alban de la présentation, qui Merci, était ouais. très complète.
Et merci Très Anis, je vois qu'Anis Larbi t'es connecté. Mm. Merci d'être là. Merci à tous. Ouais, merci à tous d'avoir Beaucoup. assisté à ce webinaire. Merci Allez. bien. Puis,